8 avril 2026, nous sommes dans la 5e année, au 44e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons examiner les mouvements du côté russe, en ce qui concerne la concentration des troupes sur un secteur du front assez important. Nous allons également examiner les attaques des deux camps, et surtout un nouveau record potentiel qu'un Léopard 2 allemand aurait peut-être battu en Ukraine. Mais nous le verrons à la fin du rapport. Dans la nuit du 5 au 6 avril, le ferry ferroviaire Slaviansk a été touché dans le détroit de Kertch par une attaque de drones ukrainienne. C'est ce que rapporte le service de renseignement ukrainien. Selon ces informations, il s'agit du dernier ferry ferroviaire actuellement opérationnel sur cette liaison vers la Crimée. Le navire a été tellement endommagé qu'il est inutilisable pour l'instant. Ces ferries ont désormais un rôle important, transportant non seulement du personnel et des marchandises légères, mais aussi du matériel lourd. Pour la logistique ferroviaire, ainsi que, par exemple, les wagons-citernes contenant du pétrole ou du carburant pour les chars et les véhicules de l'armée russe. Surtout en lien avec le pont de Crimée, ils servent de voie d'approvisionnement supplémentaire ou alternative au cas où celui-ci serait endommagé ou hors service. Si une telle capacité disparaît, cela ne signifie pas immédiatement un arrêt complet de l'approvisionnement, mais la flexibilité diminue considérablement. Les transports doivent être détournés, allongés ou organisés différemment, et ce sont précisément ces détours et retards supplémentaires qui s'accumulent avec le temps. Soldats de la 5e brigade ukrainienne. Des soldats de la 5e brigade mécanisée lourde présentent un Léopard 1 A5 DK, qui a été nettement modifié par rapport à la version d'origine. Le véhicule a été équipé d'une quantité relativement importante de blindage réactif additionnel de type Contact 1. S'y ajoute un blindage grillagé classique, censé protéger surtout contre les drones et attaques improvisées. Le tout est complété par une autre modification anti-drone, ce qui montre clairement où se situe l'accent sur le champ de bataille actuel. Ils ont copié celle des Russes. Je ne me souviens plus du mot russe pour cela, mais c'est ce qui se rapproche le plus du mot pissenlit. Les Russes nomment ainsi leur défense anti-drones active, visible ici dans la version copiée par les Ukrainiens. Elle n'est finalement pas si mauvaise. L'intégration de caméras externes est particulièrement intéressante. Cela améliore nettement la visibilité panoramique de l'équipage, essentielle dans un environnement où les menaces viennent de près et du ciel. On voit clairement comment les anciennes plateformes sont adaptées pour survivre aux combats actuels. Il ne s'agit pas tant de moderniser le char, mais plutôt de l'adapter concrètement aux menaces actuelles, et celles-ci viennent désormais principalement d'en haut. Comme plusieurs fois cette année déjà, je vous rappelle à nouveau les bases du fantassin. Souvenez-vous toujours, si jamais vous avez la chance de vous retrouver dans une telle situation, de ne jamais rester en grand groupe sur le terrain. Tout ennemi se réjouit comme un enfant s'il lui suffit d'un seul drone, d'une grenade ou d'un explosif pour infliger un maximum de dégâts à tous les soldats regroupés. Les Russes n'en tirent pas la leçon, donc je peux encore vous montrer une telle vidéo. C'est dans ce cas une bonne chose pour les Ukrainiens, mais c'est aussi dommage pour les soldats russes qui n'ont pas pu bénéficier d'une formation de base suffisante. Quelle que soit la nation ou l'armée, on est vraiment mal loti quand on n'apprend pas les bases avant d'être envoyé au front. Ou alors c'est de sa propre faute, qu'on ne peut pas les appliquer ou qu'on ne veut pas le faire. Et ensuite ce genre de choses arrive. Voyons tout de suite l'offensive russe qui n'avance toujours pas, car les Ukrainiens mènent eux-mêmes une offensive. Alors ce n'est pas la principale raison pour laquelle ça n'avance pas, mais ça joue certainement un rôle. Les forces armées russes doivent donc revoir leur plan à certains endroits. Pourquoi cela ? Eh bien, ils doivent trouver le bon équilibre. Il s'agit de trouver l'équilibre entre le nombre d'unités nécessaires pour avancer et celui à maintenir pour empêcher les Ukrainiens de progresser sur les secteurs voisins du front. Mais il se trouve qu'à cet endroit, ils n'avancent pratiquement plus. Ici, les Russes poursuivent leur attaque vers l'ouest, comme le montrent les flèches sur le côté. Nous en avons aussi parlé hier dans le rapport de situation. C'est principalement dans cette direction que les Russes avancent, vers l'ouest avec quelques attaques comme près du village de Zvitkovel, près de la côte 153. Ils essaient aussi de passer par ici, mais ce n'est vraiment qu'une toute petite partie des attaques. Je pense que 97% des attaques ont plutôt lieu dans cette zone, avec pour objectif de continuer à avancer vers l'ouest. Et lorsque les Russes attaquent ici, les Ukrainiens essaient d'atteindre un objectif similaire quelques kilomètres plus au nord. En effet, ils attaquent ici en direction du sud et essaient d'atteindre cette ligne. Supposons simplement qu'ils y parviennent. Imaginons que les Ukrainiens atteignent cet objectif. Dans ce cas, ils vont vraiment perturber fortement le ravitaillement russe, car celui-ci passe principalement par cette route ici.
et aussi par la route en bas, ce qui menace forcément l'une des deux voies de ravitaillement. Et les unités qui se trouvent ici seront également en danger, car cette attaque de flanc ici va les mettre de plus en plus sous pression. À Pokrovsk, les Russes n'avancent pas, car les Ukrainiens contrôlent bien la zone grâce à leur ligne de distribution dans la zone voisine. À Pokrovsk, il est encore plus difficile de faire la différence. C'est pourquoi les Russes ont créé la 55e nouvellement formée. La division d'infanterie de marine ainsi que le 68e corps ont été déplacés dans la région de Ujjajpol pour soutenir les efforts offensifs. D'ailleurs, la 55e, la division a certes été nouvellement créée, mais à partir d'anciennes unités, donc elle a plutôt été reformée, principalement à partir de la fameuse 155e brigade d'infanterie de marine. Cela signifie qu'elle n'a pas été créée à côté des unités existantes et équipée de soldats et de matériel, mais plutôt qu'il y a eu une réorganisation au sein des forces armées. Cela n'a pas de lien direct avec l'Ukraine, mais reste indirectement lié. Le président américain Donald Trump serait sur le point d'entamer des discussions avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, sur une possible sortie des États-Unis de l'organisation. Selon des informations provenant de la Maison-Blanche, une telle démarche est actuellement au moins examinée en interne. Le sujet n'est pas écarté, mais fait l'objet de consultations en cours au plus haut niveau. Le simple fait que l'on en parle a déjà une certaine importance en soi. Les États-Unis sont la colonne vertébrale militaire centrale de l'OTAN, tant en matière de dissuasion que de commandement opérationnel, et également l'un des pays qui possèdent des armes nucléaires. Un retrait modifierait profondément la structure de l'Alliance, non seulement militairement, mais surtout politiquement. D'autres pays peuvent maintenant voir une opportunité dans cette déstabilisation et en tirer profit. Pour l'Europe, cela impliquerait d'assumer beaucoup plus de responsabilités, surtout militaires, ce dont elle a vraiment besoin selon moi. Malheureusement, je constate que l'Europe actuelle n'est pas en mesure d'atteindre ses objectifs ou d'acquérir les compétences nécessaires dans les prochaines années. Et justement, dans les prochaines années... Non, pardon, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, il s'agit surtout des dernières années, pas uniquement des années à venir. Car l'Europe est de nouveau à la traîne et devra soudainement assumer beaucoup de responsabilités et de compétences, ce qui sera difficilement possible, puisque nous débattons et discutons encore beaucoup trop au lieu d'agir réellement. Nous le voyons aussi avec la question hongroise. Depuis combien de temps ce sujet dure-t-il déjà ? Combien de temps la Hongrie continuera-t-elle à maintenir la pression aux dépens des autres pays européens et à bloquer de nombreuses décisions importantes sans que le reste puisse faire quoi que ce soit ? Et qu'a-t-on effectivement fait jusqu'à présent contre cela ? Presque rien, à part l'avoir évoqué une fois de façon négative. Et même si nous y parvenions, l'équilibre des forces au sein de l'Alliance se déplacerait tout de même temporairement, de manière massive. Qu'une telle mesure soit réellement prise ou non reste incertain, mais le simple fait d'en discuter montre à quel point la situation en matière de sécurité évolue actuellement. À propos de la Hongrie, une accusation attire actuellement l'attention dans le domaine politique, portant sur une possible influence sur les élections. Cette fois, il s'agit de la Hongrie. En toile de fond, il y a une comparaison qui circule en ce moment. En 2024, des responsables américains, dont J.D. Vance, ont accusé l'Ukraine d'ingérence indirecte dans la campagne électorale américaine. Le déclencheur à l'époque fut entre autres une visite de Zelensky dans une entreprise d'armement située dans l'État politiquement sensible de Pennsylvanie. Dans ce contexte, des critiques ont aussi visé l'ambassadrice ukrainienne. On mentionne maintenant une évolution récente. Peu avant les élections en Hongrie, J.D. Vance s'est rendu à Budapest et est apparu publiquement aux côtés de Viktor Orban. À cette occasion, il a exprimé son soutien au gouvernement hongrois et a également repris les accusations selon lesquelles des acteurs ukrainiens pourraient tenter d'influencer les élections hongroises. Ces deux résultats sont désormais présentés comme contradictoires. De la même manière que dans le gouvernement MAGA, des signaux politiques externes provenant d'Ukraine étaient souvent considérés comme problématiques, une intervention comparable d'un homme politique américain dans le contexte européen est évaluée différemment. Qu'importe l'évaluation, le processus révèle surtout que l'ingérence politique transnationale est depuis longtemps au cœur des affrontements géopolitiques et devient un outil de communication politique. La photo des deux me rappelle vraiment ce mème tiré de The Office. Un rapport provenant du combat militaire. Il attire actuellement l'attention des cercles militaires spécialisés. Selon ce rapport, un Léopard 2A6 ukrainien aurait détruit un T-72B3 russe à une distance d'environ 5,5 km. Si cela se confirme, ce serait un nouveau record pour le combat char contre char. La valeur connue jusqu'à présent date de 1991, lorsqu'un Challenger, un Britannique, a détruit une cible à environ 5,1 km lors de la guerre du Golfe.
La valeur actuellement rapportée serait donc encore supérieure de 0,4 km. Mais il faut être clair, tout cela n'a pas encore été confirmé, il n'y a ni image ni preuve technique. Pour l'instant, ce n'est aucune information, rien de plus. En même temps, elle est considérée comme fondamentalement plausible par les experts, et c'est là que ça devient intéressant. Les systèmes modernes comme le Léopard 2A6 ont une conduite de tir très précise, un télémètre laser et des munitions performantes, mais cela reste insuffisant pour de telles distances. Le point clé, c'est la chaîne d'engagement. En Ukraine, des drones identifient les cibles, donnent des coordonnées précises, corrigent en temps réel, puis le tir a lieu. Le char n'est donc que l'élément exécutant et fait partie d'un système interconnecté ou d'un processus bien coordonné. C'est pourquoi ces portées extrêmes peuvent être pertinentes, alors que le char seul ne pourrait peut-être pas les atteindre. Sans interconnexion, elles seraient bien moins exploitables dans une telle guerre. Merci à tous les abonnés, membres et l'Algo-Crew, ainsi qu'au lieutenant-colonel Renek. Je suis Dietrich Kissler de la démo Maïrofer. Abonnez-vous, laissez un like ou un commentaire, et à bientôt pour le prochain point de situation.